Bonjour, bienvenue à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h45 pour ce point science qui abordera la conception des recommandations scientifiques internationales. Comment ces recommandations sont-elles élaborées? Quel est leur processus de conception? Et comment s'effectue la transition et la traduction d'un savoir-faire, d'un savoir scientifique à un savoir pratique et technique? Directeur du SMUR du bataillon de marins-pompiers de Marseille et médecin conseiller national à la Croix-Rouge française, le docteur Daniel Méran va répondre pour nous à toutes ces questions. Docteur Méran, je vous laisse la parole et simplement à 10 minutes de la fin, on laissera la parole au public pour d'éventuelles questions. Bonjour à tous. Vous voyez là? Vous pouvez vous approcher. Comme on dit chez nous, je postillonne pas, donc vous risqueriez. Bon, donc je vais vous aborder ce thème sur la rédaction des recommandations. Effectivement, ça fait maintenant plusieurs années que nous travaillons notamment dans les programmes de premiers secours, les programmes de premiers secours en équipe ou autres, de même que pour la mise en place des protocoles et des procédures dans les différents services de médecine d'urgence, que ce soit des urgences ou que ce soit au niveau des SMUR. On travaille beaucoup maintenant par ce système de recommandations. On va s'appuyer sur des recommandations pour définir la méthode de travail. Donc, on va essayer de voir un petit peu ce que c'est que ces recommandations. Voilà la définition actuellement proposée en ce qui concerne l'élaboration des recommandations. Ce sont donc des propositions, donc ce ne sont pas des obligations non plus. C'est bien une proposition qui est développée méthodiquement. Et on va voir effectivement que on n'écrit pas comme ça sur le coin d'une table une recommandation, parce qu'il y a toute une méthodologie à respecter. Et l'objectif est finalement d'aider le praticien, c'est-à-dire celui qui va mettre en œuvre la recommandation, mais aussi les patients ou les victimes qui vont être traités, à rechercher les soins les plus appropriés, c'est-à-dire ceux qui leur amèneront le plus en fait, d'effets bénéfiques, que ce soit en termes de survie, de morbidité, de mortalité ou de séquelles éventuellement, ou de guérison bien sûr, et dans des circonstances qui sont bien définies, c'est-à-dire que dans telle ou telle pathologie, telle et telle situation, telle et telle circonstance, eh bien, on sera amené à effectivement développer cette recommandation. Alors pourquoi on élabore des recommandations? D'abord parce que l'on est souvent confronté à des choix techniques ou à des choix thérapeutiques, c'est-à-dire que dans certaines situations, vous allez être amené effectivement à réaliser des soins. Donc pour le secouriste, ça sera la mise en œuvre des gestes de premier secours. Pour l'infirmier, ça sera la mise en œuvre effectivement de ces procédures et des protocoles. Pareil pour les médecins, ils auront à traiter des patients. Donc il va falloir choisir quelle est la thérapeutique, quel est le bon geste à réaliser. En effet, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais on s'est aperçu dans le monde entier qu'il y a des études qui ont bien montré que, en fonction du médecin, en fonction de l'hôpital dans lequel vous êtes, en fonction de la région et du lieu où vous êtes, il y avait une différence en fait de traitement réalisé parfois pour les mêmes maladies. Donc l'objectif, c'est effectivement d'uniformiser ces thérapeutiques. Ça permet aussi de réduire donc, la variabilité des pratiques, c'est ce que je vous ai indiqué, c'est-à-dire que on a bien montré qu'il fallait uniformiser les pratiques pour que le patient, quel que soit l'endroit, quel que soit le médecin qu'il rencontre, il ait en fait les mêmes soins, ou les mêmes secouristes, j'allais dire, que l'on réalise les mêmes soins. Ça permet aussi de suivre l'évolution des connaissances. C'est vrai que même dans le monde du secourisme, souvent on nous dit vous êtes tout le temps en train de changer les contenus. Mais c'est vrai qu'on change les contenus parce que les recommandations évoluent. C'est justement l'un des avantages de la recommandation, c'est de permettre de suivre l'évaluation des connaissances. Et surtout aussi, à partir du moment où des études scientifiques ont montré que tel ou tel geste est plus efficace que tel ou tel autre, eh bien, on va très rapidement l'intégrer dans la pratique et non pas attendre 10, 15 ou 20 ans avant d'intégrer la nouvelle procédure ou la nouvelle thérapeutique. Et bien sûr, l'objectif final, c'est bien sûr d'améliorer les prises en charge des patients. En ce qui concerne, alors qui est-ce qui réalise des recommandations? Déjà, ce que l'on sait très bien, en fait, finalement, pour nous, en tout cas pour ceux qui font du premier secours ou du secourisme, voire de la médecine d'urgence, un des grands organismes qui élabore des recommandations internationales à partir d'une revue scientifique correctement menée, c'est l'ILCOR. C'est un bureau de liaison entre les différents organismes ou scientifiques qui s'occupent de la réanimation cardio-pulmonaire des gestes de premier secours.
Donc c'est un organisme coordonnateur qui fédère un peu tous ces organismes et toutes ces sociétés et qui va donc rédiger ces recommandations. Mais il n'y a pas que qui réalisent des recommandations, puisque même après, ces recommandations sont reprises en Europe, notamment par l'ERC, c'est-à-dire le European Resuscitation Council, et en France, après, seront reprises par le Conseil français de réanimation cardio-pulmonaire ou la Société française de médecine d'urgence, etc. Vous voyez que tous les pays ont des organismes qui élaborent des recommandations. Ce sont ces organismes scientifiques ou ces sociétés savantes, en fait, sont bien connus dans chaque pays pour élaborer ces recommandations, notamment dans le domaine du premier secours ou de la médecine d'urgence. En France, effectivement, les grands organismes qui élaborent des recommandations, c'est la Haute Autorité de Santé, qui est un des organismes qui élabore le plus de recommandations actuellement en matière de santé. Pour nous, plus particulièrement, bien sûr, la Société française de médecine d'urgence et le CFRC, c'est ce que je vous disais. Mais il existe d'autres grands organismes qui élaborent des recommandations. Vous avez le CPAP, qui est un organisme de médecine, d'evidence-based practice, qui est donc affilié à la Croix-Rouge belge. Et puis vous avez la Fédération internationale des sociétés Croix-Rouge, qui est aussi sur la même méthodologie, va émettre des recommandations, notamment pour son réseau. Et puis vous avez deux grands organismes bien connus, bien sûr, l'Organisation mondiale de la santé, qui elle aussi élabore des recommandations dans les domaines qui est le leur, et NICE, qui est en fait un organisme indépendant d'élaboration de recommandations, qui est en Angleterre et qui est un des premier qui a élaboré effectivement des recommandations. C'est vrai que les Anglais ont eu plus d'avance sur le travail de cette recommandation. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin? Une recommandation, c'est, comme c'est marqué, c'est pas un précis de médecine. Quand on va après sur le terrain appliquer cette réglementation, il ne faut pas que ce soit trop compliqué. Ce qui est important, c'est que ce qui est préconisé dans la recommandation soit basé effectivement sur des données scientifiques, c'est-à-dire sur des éléments qui ont été testés, essayés, approuvés, souvent publiés, mais pas forcément nécessairement que sur des données scientifiques. Pourquoi? Parce que parfois on n'en a pas de données scientifiques, parfois on n'en trouve pas, parce que personne n'a publié ou ça n'a pas été publié, même si ça a été fait. Donc on n'a parfois pas de données scientifiques, mais ça n'empêche que le problème sur le terrain il existe, il faut bien y trouver une solution. Donc à ce moment-là, on va faire appel à d'autres méthodes pour élaborer une recommandation en disant effectivement que cette recommandation est basée sur une absence ou de très faibles preuves scientifiques. Malgré tout, il faut que ce soit quelque chose qui soit simple, facile à utiliser, facilement compréhensible, et puis qu'il faut qu'on puisse aussi l'adapter au terrain. Une recommandation en matière de réanimation cardio-pulmonaire, vous avez actuellement, je vous prends comme exemple l'utilisation des planches à masser, par exemple. Si par exemple on s'amenait à dire il faut maintenant systématiquement donc utiliser les planches à masser parce que c'est beaucoup plus efficace que le massage manuel, ce qui n'est pas vrai, mais c'est un exemple faux que je vous donne, mais c'est un exemple. Ça voudrait dire que si on passe cette recommandation, tout le monde doit s'équiper de planches à masser. Les planches à masser, ça a un certain coût, tout le monde ne peut pas les acheter, donc il faut que là aussi, ces recommandations tiennent compte au public auquel ça va être s'appliquer. Donc lorsque vous avez l'ILCOR qui établit une recommandation internationale, il n'envisage pas toujours la totalité des publics, mais il laisse après aux organisations locales le soin d'adapter la recommandation à tout ce que l'on a sur le terrain. C'est pour ça que les recommandations, elles sont basées, ça c'est le principe de l'evidence-based practice, sur 3 domaines. Premièrement, c'est celui que vous avez à gauche, c'est les meilleures preuves scientifiques. C'est le premier travail qui sera réalisé avant de recommander telle ou telle, thérapeutique, tel ou tel geste de soin, telle ou telle technique de premier secours. On va regarder s'il y a des preuves scientifiques en faveur ou pas de cette technique. Deuxièmement, et le deuxième point, une fois que l'on aura fait ce qu'on appelle la revue de la science, il faut savoir finalement quelles sont les valeurs et les préférences du public cible, c'est-à-dire des victimes qui vont recevoir les soins. Alors c'est vrai qu'en matière de médecine d'urgence, on le fait assez peu, mais par contre, dans d'autres pathologies, on le fait beaucoup plus. On consulte notamment les associations des fois de malades, notamment dans les maladies cardiovasculaires, les maladies néoplasiques. On essaye de savoir, eux, quels sont leurs souhaits et leurs objectifs. Et aussi, bien sûr, les ressources qui sont à disposition.
Et troisièmement, eh bien, il faut aussi tenir compte de ceux qui mettront en œuvre cette pratique sur le terrain, c'est-à-dire des secouristes, des infirmiers, des médecins ou du personnel de santé, et de l'avis des experts, c'est-à-dire des personnes qui ont l'habitude de traiter ces pathologies, qui les connaissent parfaitement parce qu'ils ont étudié pendant longtemps sur ce sujet-là. Donc vous voyez qu'une recommandation, elle n'est pas uniquement basée sur la science, elle est aussi basée sur d'autres aspects. Si bien qu'au fur et à mesure du temps, en fait, on a évolué progressivement. Et au départ, on travaillait souvent ce qu'on appelle des conférences de consensus, c'est-à-dire que lorsque l'on avait un problème qui se posait, on réunissait des experts dans une même salle et puis ils devaient décider effectivement quel était le traitement qu'il fallait appliquer. On considérait que les experts connaissaient tout. Bon, souvent, comme on dit, souvent, quand vous avez 2 experts, vous avez déjà 3 avis différents. Bon. Donc, c'était quand même relativement difficile. Et donc, maintenant, effectivement, pour élaborer des recommandations, il y a toute une nouvelle méthodologie qui n'est pas basée que sur des experts, mais d'abord, effectivement, sur les données de la science. Si bien que la rédaction de recommandations n'est pas une fin en soi, elle aide à la prise en charge des victimes et des patients. Et surtout, il faut prendre en compte ces 3 grands facteurs, la science, les données qui concernent les patients et les données aussi qui concernent les utilisateurs de terrain et les moyens qui sont à disposition. Le tout étant bien sûr d'améliorer la qualité de vie des victimes ou des patients. Alors, ces recommandations présentent des avantages. Elles présentent des avantages d'abord pour les victimes. L'un des premiers, bien sûr, c'est d'améliorer leur devenir en termes de mortalité, de morbidité, en termes de qualité de vie éventuellement, si on n'arrive pas à soigner complètement la maladie. On a vu, ça améliore les cohérences de soins, ça permet aussi la recommandation, une meilleure information. C'est vrai que maintenant, tous les 5 ans, on attend les recommandations de l'ILCOR. Donc on est même formaté maintenant à ça. Donc on va chercher l'information parce qu'on sait qu'elles vont sortir. Donc ça améliore l'information. Et les recommandations ne concernent pas forcément que les patients, que les utilisateurs, c'est-à-dire les secouristes, les infirmiers ou les personnels de santé, mais ça influence aussi nos hommes politiques et ceux qui définissent la politique de santé dans une population. Il y a beaucoup de recommandations, notamment, on en a parlé dernièrement, sur les vaccinations qui existent et qui peuvent modifier effectivement la politique de santé d'un pays. Les avantages pour les personnels de soins, ça aide effectivement à la décision. On se sent moins seul, on se sent moins responsable d'avoir pris une décision quand on a réalisé un geste de secours parce que c'est ce qu'on nous recommande, c'est ce qu'on nous dit de faire, c'est ce qui est marqué dans le guide que l'on suit. Et donc ça aide effectivement à prendre des décisions. En plus, on sait que cette décision qui nous est donnée, cette recommandation, elle est basée sur des preuves scientifiques, elle est souvent approuvée. Si bien que ça limite les pratiques dangereuses, on est beaucoup plus rassuré, comme vous le voyez, et ça améliore en plus l'évaluation des pratiques. C'est-à-dire que quand on veut évaluer la qualité des gestes de secours ou des thérapeutiques que l'on donne, eh bien on va dire, est-ce que l'on est conforme à la réglementation, c'est-à-dire à la recommandation? Est-ce qu'on a respecté la recommandation ou dans certains cas, est-ce qu'on ne l'a pas respectée? Et si on ne l'a pas respectée, pourquoi? Donc tout ça, ça va effectivement améliorer les pratiques. Et en plus, lorsque l'on ne trouve pas notamment de données scientifiques pour asseoir notre recommandation, eh bien on préconise aux chercheurs d'aller justement réaliser ces études pour que l'on ait les sources scientifiques pour mieux réaliser ces recommandations. Et donc ça, c'est un des avantages majeurs. Enfin, donc pour le système de santé, je l'ai dit, ça améliore effectivement l'image, maintenant notamment des organismes qui accréditent les différents organismes de santé et qui souvent vérifient bien sûr si des recommandations sont appliquées et la nature des recommandations. Bon, ça a quand même quelques limites. Vous voyez que le gros danger, c'est quand la recommandation peut être dite mauvaise. Alors mauvaise, c'est, je n'ai pas trouvé de terme meilleur, j'allais dire ou pas sûr, mais pourquoi? Parce que des fois, on a la difficulté effectivement de ne pas trouver de preuves scientifiques. Malgré tout, il va falloir donner une recommandation parce que la personne sur le terrain, elle a besoin d'avoir quand même une procédure. Et donc, on va effectivement réaliser cette procédure. Mais dans l'avenir, s'il y a des données scientifiques qui apparaissent, elles peuvent contredire cette recommandation. On va changer effectivement. Donc, on peut avoir effectivement, dans certains cas, de mauvaises recommandations.
Un des inconvénients aussi majeurs, c'est que la recommandation, quand on l'a créée, elle s'applique à un groupe de personnes. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre les techniques ou les recommandations concernant l'immobilisation des personnes qui sont suspectes de traumatisme du rachis. Bon, vous allez avoir une recommandation qui est éditée, mais elle n'est peut-être pas forcément applicable chez l'enfant. Et même si elle est applicable chez les adultes, peut-être que dans certains cas, l'application de la procédure pour un individu va peut-être l'aggraver. Mais la recommandation, elle s'adapte à l'ensemble des personnes. C'est pour ça qu'on est parfois obligé, même la personne qui va l'appliquer, d'adapter cette recommandation dans certains cas. Donc parfois, même si elle est bonne, elle peut être néfaste à la victime. Enfin, il faut essayer, bien sûr, et ça c'est le rôle de la méthodologie dans ces prises en charge de recommandations, c'est qu'il faut éviter que les personnes qui écrivent les recommandations soient effectivement pris d'un certain parti ou influencent effectivement la décision d'un groupe de travail. C'est pour ça que les groupes de travaux qui sont constitués pour élaborer les recommandations doivent obéir à certaines règles pour éviter justement effectivement qu'il y ait des conflits d'intérêts qui soient créés. Je ne sais pas combien j'ai de temps encore. 20 minutes, bon, ça devrait aller. Donc les inconvénients, je vous en ai un petit peu parlé, ce sont les recommandations qui ne sont pas basées sur des preuves scientifiques, quand elles sont trop rigides, pas assez adaptables, quand elles sont parfois confuses ou pas très compréhensibles. On le voit, parce que même l'ILCOR arrive à faire des recommandations qui sont parfois assez confuses, si bien que des fois, même après, la même recommandation appliquée en Europe et aux États-Unis ne sera pas forcément la même. Et pourtant, on est parti de la même donnée. C'est vrai que ça se voit aussi. Deuxièmement, souvent, quand les organismes qui élaborent des recommandations, c'est souvent quand même quelque chose qui est assez épais, assez volumineux, font souvent des chapitres de résumé ou des flyers qui expliquent ou qui résument la recommandation. Et dans les techniques de résumé, d'autant plus que si ces résumés sont ensuite traduits en d'autres langues, ben, tout ça peut entraîner des erreurs qui rendent effectivement ces recommandations assez peu compréhensibles. Les inconvénients aussi peuvent se voir pour les professionnels de santé. C'est bien sûr, on l'a vu, lorsque les recommandations sont imparfaites, ou elles peuvent à ce moment-là compromettre la qualité des soins. Souvent, la recommandation, c'est quelque chose qui essaie de simplifier les choses. Et en médecine, ce n'est pas toujours très simple. Je vous donne un exemple. Souvent, quand vous regardez les recommandations, on termine par des organigrammes, vous faites des algorithmes, vous savez où c'est oui ou c'est non. Mais vous savez, des fois en médecine, ce n'est pas oui ou non. Des fois, c'est entre les deux. Et la recommandation ne l'envisage pas. Donc, des fois, effectivement, il est difficile de l'appliquer parce que c'est difficile de simplifier quelque chose qui est complexe. Enfin, si la recommandation, et normalement lorsqu'elle est bien réalisée, elle doit pousser justement à réaliser de la recherche pour asseoir ses recommandations. À l'inverse, si c'est quelque chose qui est bien établi, bon, on dira ça de toute façon maintenant on le sait, c'est bien établi, on ne va pas faire de mise à jour et puis eh bien, il n'y aura pas d'études menées sur le sujet alors qu'on aurait pu en faire parce que peut-être qu'il y a d'autres éléments nouveaux qui apparaissent. Eh bien, on ne va pas forcer la recherche, en plus on ne va pas forcément la financer non plus, et ça c'est l'inconvénient. Et de fait, on va passer peut-être à côté de nouvelles techniques, de nouvelles procédures ou thérapeutiques qui finalement ne seront pas appliquées. Enfin, les recommandations, elles peuvent faciliter aussi les consommations de santé. On verra qu'à l'inverse, ça peut aussi améliorer et diminuer les consommations de santé. Et c'est que, par exemple, comme je vous l'ai dit, si dans une recommandation, on préconise par exemple l'usage d'utilisation d'appareils qui sont particulièrement coûteux, et bien si tout le monde se met à appliquer la recommandation et à acheter des appareils coûteux, ça sera au détriment bien sûr dans les budgets d'autres moyens sur d'autres pathologies éventuellement. Donc attention aux coûts que peuvent entraîner ces recommandations. Donc voilà, si vous voulez un petit peu les avantages et les inconvénients de la rédaction de recommandations. Alors, naturellement, puisqu'on m'avait demandé d'aborder, c'est le problème comment on fait pour élaborer une recommandation. Alors, il y a des organismes qui travaillent, en fait, qui font des recommandations sur l'élaboration des recommandations. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça, en utilisant les mêmes systèmes. Et lorsqu'on développe une recommandation, si par exemple votre organisme veut se mettre à faire des recommandations, si la recommandation est de qualité, on doit appliquer certains critères. Ces critères, on appelle ça les critères Agri 2, où il y a 6 domaines dans ces critères. Ce sont les champs d'application, les objectifs, on va les voir, les groupes qui sont concernés, la rigueur d'élaboration de votre recommandation, la clarté de sa présentation, son applicabilité et l'indépendance éditoriale, c'est-à-dire le fait que les gens donc, sont complètement indépendants lorsqu'ils créent la recommandation. En ce qui concerne les champs d'application et l'objectif,
Une recommandation va toujours débuter par une présentation du problème. C'est-à-dire que la recommandation, c'est souvent une solution à une question. Donc, quel est le problème de santé qui est important, majeur, et c'est pour ça qu'on va élaborer une recommandation. Donc, c'est la première chose que doivent faire les groupes de travaux, c'est-à-dire se poser la question dans quel domaine va-t-on agir, pourquoi on est amené à élaborer cette recommandation, parce que c'est important, parce qu'on a un souci qui a été identifié. Et donc, ça, on le retrouve souvent sur des études observationnelles qui peuvent montrer qu'on a une mortalité qui est importante dans un domaine ou qui s'est aggravée. Eh bien, il faut savoir pourquoi et est-ce qu'on peut diminuer cette mortalité ou cette morbidité. Deuxièmement, pour, j'allais dire, être le plus clair possible, toutes ces recommandations sont des réponses à des questions. Alors, il peut y en avoir une ou plusieurs. Et la question à laquelle on doit répondre, eh bien, cette question elle-même, c'est souvent le premier travail qui est réalisé par les groupes d'élaboration de ces recommandations, c'est de se poser la question à laquelle on va répondre. Et cette question, elle est toujours formatée, ce qu'on appelle le format PICO. C'est-à-dire que, je vous ai donné un exemple. Premièrement, il y a la population à qui s'adresse la recommandation. Ce sont les arrêts cardiaques ici en dehors de l'hôpital. L'intervention, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut montrer qui est important à faire ou ne pas faire, c'est par exemple la réanimation cardio-pulmonaire, compression thoracique seule. On va comparer avec quoi? On va comparer avec ce qu'on fait habituellement, qui est la réanimation cardio-pulmonaire associée à la ventilation artificielle. Et sur quoi on va juger l'efficacité de la RCP compression thoracique seule? Eh bien, le groupe de travail ici qui a travaillé sur ce sujet, il avait identifié 3 critères d'évaluation: le retour à la circulation spontanée, la survie et l'état neurologique des survivants. Voilà la question qui se sont posées pour savoir, en fait, s'il faut faire une réanimation avec des compressions thoraciques seules ou associer la ventilation et le massage cardiaque. Et vous allez voir que même si on s'adresse au même public, qui est le public de personnes qui font des arrêts cardiaques en dehors de l'hôpital, eh bien, la recommandation, elle va être appliquée par qui? Elle peut être appliquée par des témoins, elle peut être appliquée par le premier sauveteur, elle peut être appliquée par des équipiers secouristes, elle peut être appliquée par des médecins ou des infirmiers. Eh bien, cette recommandation ne sera pas forcément la même en fonction du groupe à qui elle est appliquée. Vous savez très bien que dans les formations courtes grand public, on préconise l'apprentissage de la RCP seule, alors qu'en équipe de secouristes, on préconise l'association ventilation, massage. Pourquoi? Parce que cette recommandation, finalement, si elle s'applique très bien, et on le retrouve dans les données scientifiques, à l'arrêt cardiaque d'origine cardiaque, eh bien, les critères d'évaluation que l'on a là, qui sont positifs dans l'arrêt cardiaque d'origine cardiaque, ne le sont pas si l'arrêt cardiaque n'est pas d'origine cardiaque, s'il est chez l'enfant ou s'il est dans le cas de la noyade ou autre. C'est pour ça qu'effectivement, la recommandation va dépendre de ces différents facteurs, et elle débute toujours par cette fameuse question PICO. Deuxièmement, c'est la constitution des groupes. Qui va élaborer la recommandation? Eh bien, on va effectuer des groupes, et on va effectuer des groupes de professionnels, mais ces groupes doivent être multidisciplinaires. Pourquoi? Par exemple, c'est que si, je vous donne un exemple qui a eu lieu, à un moment donné, pour les médecins, on voulait savoir si, en préhospitalier, sur des syndromes coronariens aigus, on devait effectuer une thrombolyse intraveineuse ou s'il valait mieux amener à l'hôpital le patient et faire une dilatation dans les services de cardiologie. Eh bien, à ce moment-là, les premières recommandations qui sont sorties, eh bien, quand c'était des médecins urgentistes qui faisaient la recommandation, ce n'était pas la même recommandation que si c'était des cardiologues. Bien sûr que les cardiologues préféraient les avoir dans leur service et faire des dilatations, et les équipes sur le terrain préféraient effectivement faire de la thrombolyse sur le terrain. Eh bien, il a fallu effectivement qu'il y ait des études scientifiques de fait pour nous amener à prendre une décision parce que, justement, on avait une différence entre les différentes populations. C'est pour ça que maintenant, eh bien, dans le groupe de travail, il y a des cardiologues, il y a des urgentistes, il y a des chirurgiens cardiovasculaires, il y a du personnel de santé, il y a des infirmiers, il y a des infirmières, il y a même des équipes de secours, des secouristes, des organisations de secourisme de premier secours, de paramédics dans les pays anglo-saxons qui participent à ces groupes de travail. Je ne sais plus ce que je voulais dire après. En fait, tout ça, c'est à peu près pareil, c'est important. Donc, des groupes multidisciplinaires pour éviter qu'il y ait des partis pris finalement dans la rédaction de ces recommandations. Et lorsque vous publiez votre recommandation, eh bien, il faut qu'il y ait le nom de toutes les personnes, qu'il y ait leur profession, s'ils ont des conflits d'intérêts ou pas. Tout ça, ça doit bien être noté dans la recommandation. La rigueur d'élaboration, là aussi, c'est un des points les plus importants parce que c'est ce que je crois vous avez un peu expliqué de façon la plus
dans toutes les recommandations que l'on a expliquées l'an dernier et les années précédentes, c'est comment on avait élaboré les recommandations en matière de premiers secours. La première recherche que l'on fait, donc dans les groupes de travail, il y a un groupe qui est chargé de la recherche scientifique, c'est le premier qui travaille, c'est-à-dire il faut aller chercher les articles qui traitent du domaine, du sujet qui est donné. Alors pour ça, il existe des banques de données médicales où vous avez tous les articles. Chaque fois que quelqu'un fait un article, cet article bien, est référencé dans des banques de données. La plus connue, c'est ce qu'on appelle le Medline, que l'on utilise, et on fait souvent des recherches dans le Medline par l'intermédiaire d'un moteur de recherche qui s'appelle PubMed ou Ovid aussi. Et il y en a une autre qui est un peu plus européenne, même si c'est écrit en anglais, qui est Embase. Et puis, vous avez la Cochrane Librairie, vous avez Signal, qui est un petit peu plus pour le personnel infirmier. Donc, vous avez des banques de données à l'intérieur de laquelle on va rechercher toutes les données dont on a besoin. Pour ça, on utilise la question Pico, hein, parce que si vous faites un peu d'informatique, c'est facile, c'est un peu le moteur de recherche, hein, un peu comme Google, mais c'est un peu plus compliqué. Eh bien, on va prendre tous les éléments, c'est-à-dire on va prendre l'arrêt cardiaque, extra-hospitalier, compression thoracique seule, ventilation, en comparaison avec les ventilations différentes, avec les 3 critères, on met tout ça dans les moteurs de recherche, et dans les moteurs de recherche, il nous sort tous les articles qui peuvent correspondre à notre recherche. Alors si vous le faites dans un premier temps, souvent vous vous retrouvez avec 5000, 6000, 7000, 8000 articles, bon, vous ne va pas les regarder tous, on va filtrer, il y a un système de filtre qui nous permet de screener, j'allais dire, et bien souvent pour une question, en moyenne, on est entre 1000 et 1200 articles. Donc voilà, c'est la première recherche que l'on va faire. Donc on va la screener. Après, on va lire les titres. Déjà, ça va nous permettre d'éliminer 3/4 des articles parce que ça ne correspond pas à notre recherche. Ensuite, on lit les résumés, etc., etc. Et à la fin, habituellement, pour une question, une grosse question, on peut être aux alentours d'une 50aine d'articles qui peuvent nous aider à trouver la réponse. Et si on va un petit peu plus vite, on va en louper quelques-uns. C'est une vingtaine. Mais la difficulté, toujours, c'est qu'on a peur d'en louper certains qui peuvent être importants. C'est pour ça qu'on élargit souvent la recherche, et plus vous élargissez, plus il y a des articles qui ne correspondent pas, en fait, et donnent du travail encore un peu plus. Voilà. Et tout ceci est recherché. Le problème, bien sûr, c'est que la langue de lecture, souvent, ben, c'est l'anglais. Bon, nous, on fait aussi nos recherches en français. Il n'y a pas, comme il existe en anglais des banques de recherche, les banques de recherche françaises, elles, par contre, sont moins développées. Ça nous pose plutôt de soucis. Maintenant, si les articles sont sortis en espagnol ou en allemand ou en d'autres langues ou en chinois, eh bien, c'est difficile d'aller retrouver ces articles et c'est fort dommage. Bon, on essaye notamment avec la Fédération internationale de la Croix-Rouge, puisqu'on a des Croix-Rouges chinoises, taïwanaises, hongkongaises. Alors souvent, ils nous font les recherches qui nous permettent d'aller chercher ces articles-là. Voilà. Ensuite, vous avez une certaine rigueur d'élaboration. Donc, une fois que l'on a tous ces articles-là, alors je vais peut-être passer le second, même si je ne sais pas si vous voyez bien là. J'ai pas de truc. Il n'y a pas un truc, Pascal ? Il a toujours, lui... Je vais juste vous expliquer comment ça marche, et puis vous allez voir que c'est... Parce que c'est ce qui nous prend le plus de temps quand on élabore une recommandation. T'as pas de pile ? Il n'y a pas de pile ? Ah si, ça va, c'est bon. Mais si tu me donnes ça, je peux aussi faire passer les diapositives. Merci. Non, mais il n'y a pas de truc. Voilà, j'espère que ça va marcher un peu. Ah, il y a un truc qui s'est passé là, d'un coup. Non, donc je vais l'enlever parce que... Échappe. J'échappe... Mais j'ai... Qui est rouge. Bon, j'aurais dû rien toucher, en fait. Attends, il n'y a qu'à l'enlever, voilà. Ça va revenir, voilà. Hop, remettez-moi le... Je vais utiliser juste la petite fléchette. C'est là. Là, il faut... Non. Attendez, bougez pas. Hop. On n'est pas tiré d'affaire, comme on dit. Attendez, bougez pas. Elle est où la flèche? Non, on voit la flèche ici, la voilà. Ah. Hop. Et après, on appuie ici. Voilà. Vous voyez, voilà tous les articles qu'on a sortis. Ça, une fois qu'on a fait la recherche, bon là il y en a 4, mais en fait il peut y en avoir une 50aine. On reprend notre question PICO que l'on a fait, la population, l'intervention, la comparaison et les critères d'évaluation. On a classé généralement les critères d'évaluation, on a pris les essentiels et les importants. Là, les 3 que je vous ai donnés, ils étaient considérés comme essentiels.
Et ensuite, pour chaque critère, par exemple pour la mortalité, on va regarder sur l'ensemble des articles ce qu'ils nous disent comme résultat. Et les résultats de chaque article sont reportés ensuite dans il y a des logiciels exprès qui nous permettent de le faire, sont reportés effectivement et comparés, voire sommés des fois, pour avoir le résultat global concernant un critère d'évaluation, par exemple ici la mortalité, est-ce qu'elle est augmentée ou pas, la survie à l'hôpital ou l'existence ou pas de complications neurologiques secondaires. Et pour chaque élément, on va rechercher les preuves scientifiques. Et une fois que l'on a la totalité des preuves scientifiques, soit on a des études qui sont bien menées, qui sont des grandes études avec un grand nombre de patients, auquel cas on peut dire que la preuve scientifique est élevée et on la classera haute. Et par contre, si ce sont des petites études avec très peu de patients, il n'y a qu'une quinzaine de patients à l'intérieur, à ce moment-là, ça diminue la qualité de l'étude et on dira que les preuves scientifiques sont en fait basses. Voilà comment, si vous voulez, on évalue effectivement ces techniques-là. Et ensuite, bon, après, il y a des éléments qu'on va rechercher à l'intérieur des articles pour voir s'il peut y avoir des biais ou des problèmes dans le cadre de l'élaboration ou des résultats de l'étude. Et ça peut donc diminuer ou augmenter la qualité en fait, de la preuve scientifique. C'est ce qu'on appelle le système GRADE. Alors tout ça, cette technique-là, élaborée et fabriquée par un groupe, c'est un groupe qui travaille donc, dans une faculté du Canada, qui suit et qui met à jour chaque fois les techniques finalement d'élaboration donc des recommandations. Et ça, c'est uniquement le travail qui a été fait en premier, qui est le travail qui est fait sur les données scientifiques. C'était la partie gauche de mon triangle, hein, voilà. Ensuite, une fois que l'on a toutes les données scientifiques, eh bien, il va falloir écrire ces recommandations. C'est-à-dire que la science ne nous donne ou pas les résultats et puis on va donc proposer des résultats. Il faut que ce soit précis et sans ambiguïté. Comme je vous l'ai dit, il faut envisager les différentes options, c'est-à-dire que si par exemple, comme tout à l'heure, j'ai pris l'arrêt cardiaque préhospitalier, si tous mes articles concernent l'enfant, je ne peux pas forcément les appliquer à l'adulte. Donc je suis obligé d'envisager plusieurs sous-catégories lorsque je vais écrire ma recommandation, chez l'enfant ou chez l'adulte. Aussi, il faut que lorsque l'on ouvre le bouquin où il y a toutes les recommandations, le soit à un moment donné, il y a un tableau avec tout le listing. Alors comment on va faire ? Ça c'est la deuxième partie du système GRADE, c'est-à-dire qu'une fois que l'on a évalué la qualité de la science, eh bien, le groupe de travail multidisciplinaire que vous avez ici va élaborer la recommandation et ensuite va dire si la recommandation elle est forte ou pas forte. Donc au départ, on a les données de la science, est-ce qu'elles sont élevées, moyennes, basses ou très basses. Et après, la recommandation, est-ce qu'on vous propose vraiment de l'appliquer ou on vous la propose mais c'est pas sûr, j'allais dire, ou alors on vous dira surtout il ne faut pas faire ça. Donc le groupe de travail, lui, va formuler la recommandation pour ou contre, fort ou faible. Donc lorsque l'on écrit la recommandation, alors ça c'est un principe d'écriture, si vous voyez écrit « nous recommandons de », c'est que la recommandation est forte et pour. Sinon, il y en aurait « nous ne recommandons pas ». À ce moment-là, elle serait contre et forte. Ou alors, si les preuves scientifiques ne sont pas très évidentes, on dira « eh bien, nous vous proposons de » ou « nous ne vous proposons pas de ». Donc à ce moment-là, ça sera un choix qui sera réalisé par l'utilisateur éventuellement ou par ceux qui vont réécrire la recommandation de terrain pour l'appliquer en fonction effectivement de la population ou des moyens dont ils ont à disposition. Cette recommandation doit toujours envisager dans la qualité des preuves aussi. Il faut voir aussi la balance entre les bénéfices et les risques. Certains médicaments peuvent d'une part traiter la maladie, mais créer des effets secondaires qui peuvent être plus néfastes que la maladie, auquel cas ils ne seront pas recommandés. Et toujours tenir compte de la valeur et la préférence en fait, des patients sur lesquels on va réaliser ces recommandations. Et maintenant, depuis peu, le groupe donc, qui élabore ces tableaux de recommandation demande à ce que l'on prenne systématiquement en compte le coût des thérapeutiques ou des gestes de secours qui sont proposés. Et donc, il va falloir faire une étude de coût chaque fois sur une population de la mise en application de cette recommandation.
En ce qui concerne après l'application, ce qu'il faut, et ça c'est le rôle après des organismes, lorsque l'on prend par exemple les recommandations ILCOR et qu'on va les appliquer, que ce soit à la Croix-Rouge, à l'Ordre de Malte, que ce soit notamment pour la France et souvent en matière de premiers secours, c'est la DGS-CGC qui a un groupe de travail qui travaille là-dessus justement, eh bien ça va être donc de décliner cette recommandation pour l'appliquer à celui qui va la réaliser sur le terrain. Et donc, il doit, lui, mettre des outils à disposition. C'est-à-dire que cette recommandation, il faut la diffuser, il faut éventuellement lui donner des outils, créer des outils pédagogiques pour ensuite enseigner cette nouvelle recommandation. Et bien ça, c'est le rôle des organismes et des associations, de leurs équipes pédagogiques nationales, pour ensuite les mettre en application. Et bien sûr, là aussi, il faut envisager les répercussions potentielles sur les ressources, ça on l'a vu tout à l'heure. Et aussi, lorsque l'on met en place une recommandation, il faut toujours mettre en place un dispositif de suivi. C'est-à-dire qu'il se peut que, même si des études ont été réalisées, les études portent souvent sur des échantillons de population. En pratique, lorsque la recommandation sera appliquée sur l'ensemble de la population, peut-être qu'elle aura un effet qui sera différent, auquel cas il faut qu'il y ait une remontée rapide pour éventuellement, à partir d'une étude observationnelle, remodifier effectivement ces recommandations. Voilà. Et pour terminer, il ne faut pas oublier l'indépendance éditoriale, c'est-à-dire que les organismes de financement ne doivent pas influencer la recommandation. En clair, s'il y a un nouveau médicament ou un nouvel outil, il ne faut pas que le financement de la recommandation, voire des études scientifiques, ait été fait par l'organisme qui vend l'outil. Bien sûr, parce que ça peut créer un problème effectivement d'intérêt. Et de même, les membres du groupe de travail ne doivent pas avoir d'intérêt dans ces organismes-là, bien sûr, parce qu'il y aurait des sources de conflit. Je ne sais plus si j'en suis à quelque chose de près. Voilà à peu près, si vous voulez, comment sont élaborées ces recommandations. Donc, au départ, il y a des grands organismes qui font les travaux scientifiques de recherche. Ensuite, il y a des organismes locaux qui vont décliner ces recommandations. Et nous, les associations, les hôpitaux, eh bien, il faut que ces recommandations, ensuite, on les applique à notre personnel et avec les moyens dont on a à disposition. Voilà à peu près comment vit une recommandation. On a le temps pour 5 minutes de questions. S'il y a des questions dans la salle. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement claire. J'avais une petite question en fait sur justement ce travail fait par les groupes de travail. Est-ce qu'il y a des notes qui sont disponibles au grand public qui retraceraient en fait tout ce cheminement en fait à partir des références et aussi pour avoir accès aux références, enfin, aux travaux de référence pour ces recommandations. Merci. Oui, ça marche. Alors, quand les groupes de travail font le travail, si vous voulez, de recommandation, à l'issue, à la fin, il y a une recommandation qui est validée. Cette recommandation, elle est mise à disposition de tout le monde. Alors là, souvent, c'est l'organisme qui a réalisé la recommandation qui l'édite sur son site. Si c'est sur l'ILCOR, vous allez le retrouver sur le RC, c'est ce qu'on appelle le consensus de la science de l'ILCOR. Vous le retrouvez sur les sites informatiques. De toute façon, vous faites la recherche sur Google, il vous trouvera toujours le site où elle est téléchargeable en PDF. Ce qui est important aussi, c'est que avant de diffuser la recommandation, souvent, on la met en version bêta à disposition du grand public. Ça, c'est ce que fait aussi l'ILCOR, c'est-à-dire que les recommandations qu'on vous donne tous les 5 ans, bien souvent, 6 ou 7 mois avant, elles sont disponibles sur Internet et vous pouvez éventuellement émettre des annotations ou des avis sur cette future recommandation. Parce qu'on a toujours peur, effectivement, d'être passé à côté de quelque chose. Et peut-être que quelqu'un, lui, il y avait un gros article qui serait passé à côté. Et bien, à ce moment-là, on peut effectivement être au courant. Inversement, il y a certaines personnes qui vous diront, mais attendez, chez nous, c'est impossible de l'appliquer pour telle et telle raison. Et si effectivement, ce sont des raisons valables, peut-être qu'on va revoir le sens de la recommandation. Donc, en fait, la recommandation, elle est faite pour être diffusée le plus vite possible et que les gens soient informés le plus vite possible. Le fait de la diffuser avant de l'officialiser, ça c'est assez récent, parce que ça a montré effectivement que de temps en temps, on éditait des recommandations qui étaient absolument non praticables sur le terrain. Je crois qu'il y avait une dernière question. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Je pense que ça recoupe un peu la question précédente, mais comment vous pouvez expliquer qu'il y ait une perte d'information entre tout ce qui est travaillé au niveau international et européen au moment des éditions, des recommandations? C'est-à-dire que les secouristes et les formateurs se retrouvent avec finalement peu d'informations ou de chiffres et d'explications scientifiques. Oui, d'accord.
Alors, bon, vous avez raison, et donc ça, on l'a pris en compte. Alors, actuellement, le travail d'application de la recommandation au niveau national, c'est fait par la DGSCGC. Donc, actuellement, on a eu un groupe de travail qui a été constitué pour la formation du premier secours, de prévention et secours civique de niveau 1, qui est sorti dernièrement, d'ailleurs, si vous l'avez vu. Bon, ce groupe de travail, c'était un groupe de travail qui a été constitué d'un groupe de méthodologie qui fait partie de l'équipe nationale secours à personne, auquel on a ajouté des organismes et des associations agréées, donc des représentants, experts, parce que là, il faut des experts en la matière, puisque le représentant, hein, c'est pas très politique, là, c'est surtout technique. Donc, le groupe de travail a restitué à la DSC, à la DGSCGC, nous avons restitué le texte ancien, puisque c'était le référentiel technique, le texte nouveau avec toutes les modifications qui ont été faites, et chaque modification a été référencée, il y a eu un explicatif de la recommandation. Actuellement est sortie uniquement la modification. Le texte explicatif n'est pas sorti encore. Mais vous allez avoir une explication de tous les changements que l'on a fait dans le PSE1. Et ça sera pareil pour le PSE. Ça, c'est ce qu'on a décidé donc au niveau de la DGSCGC. Bonjour. Que dit la législation et la jurisprudence vis-à-vis du respect ou le non-respect de la non-pratique des recommandations et des bonnes pratiques? Alors, je ne sais pas si... Bon, je ne suis pas expert pour répondre dans ce sujet-là, mais si vous voulez, pour avoir participé à plusieurs expertises médicales, en tout cas au tribunal administratif, effectivement, lorsqu'il y a un problème médical sur une intervention, on va dire, dont le juge est saisi, s'il y a une poursuite de l'enquête, il y a des médecins experts qui sont nommés. Bon, actuellement, les expertises judiciaires sont nettement améliorées parce que maintenant, ils sont aussi recyclés, réformés, etc. Maintenant, on leur oblige à connaître les recommandations, etc. Et donc, la première chose, effectivement, qu'ils vont faire dans les prises en charge thérapeutiques, si c'est un problème de prise en charge du patient, c'est de voir quelles sont les recommandations qui existent en la matière. Ensuite, comme c'est une discussion avec à la fois la partie adverse, les experts et l'expert qui a été nommé, qui peut d'ailleurs lui-même faire appel à d'autres experts plus experts que lui dans le domaine si jamais il manque certaines expertises, eh bien, c'est vrai que la première chose qu'on fait, bon, souvent, ce n'est pas une réglementation juridiquement, mais la première chose qu'on va faire, c'est quelle est la bonne pratique habituelle qui doit être réalisée. Et si elle n'a pas été réalisée, c'est pourquoi elle n'a pas été réalisée. Et après, c'est de la discussion, et on va plaider d'un côté et de l'autre. Voilà comment ça se passe habituellement. Mais pour avoir fait une première fois, je vous le dis, j'avais été d'ailleurs un petit peu surpris, c'est que c'était sur une technique de soins de premier secours qui avait été réalisée, et le médecin expert a sorti tout d'un coup les référentiels de la DGSCGC, que je connais très bien, et me l'a mis sous le nez, et il m'a dit, bon, écoutez, ceci c'est la référence, et voilà ce qui est marqué dessus. Je ne peux pas dire que je connaissais très bien ce qui avait marqué dedans, mais donc vous voyez que malgré tout, ça devient quand même un élément vers lequel va se référer le médecin expert pour traiter son problème. Écoutez, on va clôturer cette conférence Point Science. Merci à vous, docteur Méran. Le prochain rendez-vous dans la salle est dans 10 minutes pour une conférence. La prochaine conférence portera sur l'articulation entre collectivités territoriales et acteurs du secours. Merci à vous.